Excellent début de soirée sur FM Télévision. Vous regardez FM Sport qui prend en tout cas les commandes pour vous informer. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes, plus de temps additionnel. C'est la rubrique à retrouver justement à la fin de l'émission qui va sans doute permettre à nos invités de faire l'émission. On va passer essentiellement par l'autre rubrique de l'émission, ça sera les dribbles pour départager nos invités. Mais d'abord, je vais les recevoir pour compléter les castings ce soir à ma droite. Ce sont les deux habitués de l'émission, Joseph Majondo de la maison avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Ngolo, bonsoir Enoch, Engo et bonsoir à tous les amoureux de FM Télévision. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver autour de cette table de FM Sport pour parler le sport en général. Merci infiniment. À ma gauche, notre habitué qui répond toujours présent à notre invitation, Enoch Engo avec nous. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien Lionel et bonsoir à tous les téléspectateurs, surtout les amoureux de cette émission FM Sport. On est prêt pour épiloguer toutes les actualités en rapport avec le sport en général. Même si on sent un petit peu de la déception, après la défaite de la RDC, on en parlera. Mais pour commencer, mesdames, messieurs, place au titre au sommaire de votre émission éliminatoire mondiale 2026. La RDC est tombée devant le Soudan, une première défaite de Sébastien des Sabres en officiel avec la République démocratique du Congo. C'est une inquiétude pour les Léopards ou une erreur de parcours? On va essayer de comprendre tout cela. Une autre cuidance, en tout cas de la part des Léopards, dépassés par les événements prétentieux. On va essayer de les comprendre avec nos invités dans cette émission. Et puis en championnat national, pour aborder les objectifs domestiques et pas toujours d'inquiétude pour aller suivre tranquillement le match au stade. Les supporters ont toujours du mal à accepter les contre-performances de leur équipe et ça prend curieusement aux journalistes qui sont victimes. On a des journalistes sur ce plateau, ils vont nous aider à y voir clair à qui la faute. Et puis on va voyager en Europe. On a tous connu une trêve internationale meurtrière et qui a arraché qui a causé à plusieurs joueurs des blessures de Kamavinga à Pablo Gavi, que des blessures à longue durée. Comment surprendre quand on est joueur? On en parlera évidemment durant les prochaines minutes de cette émission largement préparée par le chef Florent Kita. Merci à Rabi Fouka et Junior Santos qui vont aussi en part entière aider à préparer cette émission. L'équipe en réagit, assurée par Tom Benjamin qui assure sans doute la réalisation de cette émission. FN Sport, nos invités, je suis Lionel Sumingolo, les débats sont ouverts. Outrecuidance, arrogance, prétention, difficile de prendre un concept et laisser un autre pour qualifier la déroute de Sébastien Dessay après ces hommes battus en Libye par les Soudan sur le petit score de 1-0 et pourtant dominateur dans l'ensemble du match. On va commencer par écouter l'homme qui, selon plusieurs Congolais, serait à la base de cette défaite, de cette contre-performance des Léopards. Sébastien Dessay, on va l'écouter, lui qui regrette énormément ce résultat de son équipe. Oui, c'est une grosse déception parce que vu la physionomie du match, c'est une déception parce que avec autant de possession, c'est un match où on fait une grosse contre-performance au niveau du résultat. Parce que c'est un match sur la physionomie qu'on ne doit même pas faire match nul, qu'on doit gagner. Malheureusement, on prend un coup de pied arrêté qu'on a mal négocié. Le regret du sélectionneur manager de la RDC, Sébastien Des Sabres, juste après cette défaite. On va commencer avec vous, Joseph Majondo. Est-ce qu'on va dire des Sabres qu'on avait dit l'autre fois, la recette de la gagne pour l'équipe de la RDC? Aujourd'hui, après cette défaite, on va dire celui le vrai coupable, la vraie cause, évidemment, de cette défaite de la RDC contre le Soudan. Bon, d'abord, les Sabres et ces Léopards n'ont pas démérité parce que le match était vraiment à l'air. Je l'ai dit au début, largement dominé par la RDC. Largement dominé par la RDC, comme on a toujours l'habitude de dire, demi-terrain souvent. Et voilà, les Léopards ont dominé du début à la fin du match, une belle entame avec de belles projections vers l'attaque. On a senti l'équipe qui était déterminée à aller à l'avant. Malheureusement, la chance n'a pas assuré les Léopards. Ils n'ont pas été vraiment réalistes dans les derniers gestes, raison pour laquelle on a remarqué vraiment les occasions
Occasion ratée du côté Léopard. La chance était d'ailleurs plutôt favorable aux Soudanais, où nous avons vu cette erreur du gardien, derrière le gars qui a brossé des ballons qui est allé toucher les dos de Piquel pour entrer dans le poteau. Alors, les Léopards n'ont pas démérité. C'est une compétition. C'est pas démérité, mais quand même, ces matchs a commencé avec quelques changements par rapport au 11 de départ qu'on a vu contre la Mauritanie à Kinshasa. Est-ce que cela ne fait pas aujourd'hui qu'on a acquis Sébastien Desabre être à la base, évidemment, de cette défaite? D'une part, il pourrait être à la base. Et alors, moi, je pose la question, si les Léopards avaient gagné, qu'est-ce qu'on allait dire? Alors, l'équipe, l'entraîneur incombe une partie des responsabilités de cette défaite, mais je dis non, parce que si la victoire était Léopard, on n'allait pas charger l'entraîneur de cette manière. Alors, il a eu la chance, par exemple, à Diangana ou encore à Simon Banza qui ont débuté les matchs. Et voilà, ça n'a pas souri. Mais Banza, par exemple, il a tout donné, malgré que la chance n'a pas souri. Il a tout donné, il était vraiment fort. Surtout, on parlera des joueurs qui ont fait leur début à l'officiel avec l'air. On a senti. Le problème maintenant que c'est une compétition, c'est un début. On a vu pas seulement le Léopard, le Sénégal est allé faire match nul au Togo. C'est très compliqué aussi. Oui, très compliqué. Qui a failli même perdre face à cette sélection. Voilà, c'est normal parce que toutes les équipes qui viennent là sont déterminés à aller à la Coupe du Monde. Le Soudan n'est pas une petite équipe bien qui saute en guerre et voilà, mais tout ça. Mais il était aussi sur terrain pour aller parce qu'il a arraché le premier match nul de justesse contre le Togo. Voilà. Le Soudan, on rappelle après notre victoire, qui fait une très belle option, est en ex-aequo aussi avec les Sénégalais avec 6 points. Pardon, 4 points. Je voulais dire. Mais peut-être le temps pour moi de vous revenir, je vais faire circuler la parole avec Enoch Ngo. Déjà en préparant cette émission, vous l'avez dit, Sébastien Desabre serait l'homme qui a causé peut-être cette défaite de la RDC. Mais à quoi ces changements de 11 de départ a servi à cette équipe de la RDC? Je crois qu'il a peut-être à sous-estimer l'équipe adverse, le Soudan, on peut dire. Et a aussi une défaite arrogante, on a l'impression. Et effectivement, il a aussi confondu l'enjeu de ce match. J'espère que là, j'ai un tout petit peu cette impression-là que c'est Sébastien. C'est comme s'il pensait que ce match-là c'était un match texte ou soit c'est un match amical alors que c'était un match pour la qualif. Et donc voilà, vu d'ailleurs son choix n'était pas du tout forcément judicieux puisqu'il a aligné, il a changé complètement, remanié complètement l'équipe qui a battu la Mauritanie. Mais il n'a pas tort, madame, quand il a préféré commencer avec Théo Bongonda qui a été quand même l'homme qui a tout changé contre la Mauritanie. Je le rappelle toujours, Lionel, nous avons... Il n'y a pas que des mauvais choix dans ce changement. Je le rappelle toujours, nous avons une équipe où il y a tellement de concurrence, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Il faut aussi se souvenir de cet adage-là, trop de talent tue le talent. Je n'en disconviens pas à l'alignement de Diangana et de Simon Banza. Mais le problème, c'est que c'est pas tellement adapté. Si le choix technique, les choix tactiques n'étaient pas forcément judicieux, donc directement on voit l'entraîneur, il aurait dû reconduire la même équipe qui a joué face à la Mauritanie, ou soit essayer un peu de faire quelques changements. On ne peut pas mettre en cause l'alignement direct de Simon Banza parce que c'est lui qui va quand même qu'on parle de ces deux joueurs là, puisqu'on va revenir sur leur prestation, sur leur premier match en officiel avec la RDC. Mais quand même, pour un match où on a joué en Libye, c'était un terrain, on va dire, net. Où la RDC a dominé, c'était pour nous l'occasion de gagner ces 3 premiers points. Avec cette victoire-là, on aurait déjà occupé la première position de ce groupe. Est-ce que ce n'est pas aussi une occasion qu'on lâche comme ça alors qu'on est parti en guerre et la campagne sera très longue? Oui, clairement, c'était un terrain neutre, mais il faut le rappeler, le Soudan, d'ailleurs, c'est plus d'ailleurs un terrain neutre pour eux, c'est devenu vraiment, vous avez vu comment est-ce que la population soudanaise était présente. Quelle mentalité, hein? Quelle mentalité, et surtout, il faut le rappeler, c'est pas comme je vous ai dit, cette équipe-là est forte mentalement. On l'a vu d'ailleurs là où Florent Ibenge est en train de coacher, Ali, si je ne me trompe pas bien. Al-Hilal, hein? C'est pas Al-Hilal. Al-Hilal, Al-Ali, ça m'embrouille un tout petit peu. Donc cette équipe-là, vu les circonstances qui sont, la précarité vive, les atrocités que vivent cette population au quotidien là-bas. Ça devient une motivation. C'est devenu une motivation, c'est devenu une galvanisation. On a vu l'équipe soudanaise s'est qualifiée à la phase de poule de la Coupe de la Ligue des Champions avec Florent Ibenge. Et là, on est en train de voir aussi cette équipe totalement galvanisée. Puisqu'on parle de cette équipe soudanaise qui a été largement dominée par la RDC, a saisi l'occasion pour marquer cette unique bille de la rencontre. Par contre, du côté de la RDC, on va dire, c'est le manque de réalisme. Voilà. Oui, il y a un manque de réalisme parce qu'on a senti
même l'attaque était vraiment motivée. On a vu nos ailiers, par exemple Théo Bongonda, qui a donné aussi les meilleurs de lui-même quand on l'a vu contre la Mauritanie. Il était vraiment tout flamme. Malheureusement, la chance, comme je viens de le dire ici, la chance n'a pas souri au léopard. Ils étaient vraiment peu réalistes dans les derniers gestes. C'est ce qui a causé un peu un problème. Et voilà un peu Simon Banza aussi, qui était vraiment tout flamme. On l'a accordé la chance, il a prouvé de quoi il était capable. Sauf que le but n'était pas du côté congolais. L'équipe congolaise n'a pas démérité. On a senti la défense. Vraiment qui est resté serein, compact, le milieu du terrain a assuré en tout cas. Les ailiers ont fait leur travail, ils ont pivoté. Malheureusement, la chance n'a pas été congolaise. Et voilà, on a encaissé un but bête et le Soudan nous a battus. Moi, je crois que plutôt il n'y avait pas tellement des occasions. S'il faut revoir ce match-là, c'est clair que les Léopards ont circulé au rythme de la possession, mais je pense qu'ils étaient très académiques, très classiques. Il y avait pas tellement sans inspiration, il n'y avait pas tellement de la percussion sur le côté. En première mi-temps, on a tous regardé. Il y a une seule occasion qui était franche, la bourde du gardien soudanais. Ouais, la franche. Donc, hormis cela, il n'y a pas eu vraiment des occasions franches. Il y a eu beaucoup. C'est pour ça que j'avais dit il y a eu un problème des choix tactiques de l'entraîneur. Il devait faire des choix judicieux. Moi, je n'étais pas du tout d'accord d'aligner Wissa sur le côté. Je l'ai toujours répété. Wissa est moins percutant alors que vous avez un Silas qui est tout flamme avec Stuttgart. Vous avez Elia. Ces matchs-là, il aurait fallu qu'il y ait de la percussion, il aurait fallu du combat comme l'avait choisi face à la Mauritanie, puisque le Soudan a un jeu du même acabit avec la Mauritanie. Moi, je n'ai pas compris, j'étais pas du tout d'accord au 11 de départ. Je crois que ces matchs-là, si nous avons pas perdu, la cause c'est le choix technique, choix tactique de l'entraîneur. Du sélectionneur va peut-être débordé aussi par la qualité de l'effectif, on va le dire comme ça. Bon, on parle du Soudan qui a battu la RDC, ça a marqué ce but puisque ce but a été un but contre son camp. Entre les gardiens Lionel Mpassi et voilà et Piquel. Bon, ça peut toujours arriver, c'est un match de football, même si on a vu dans les dernières minutes de RDC chercher à revenir au score, à marquer cette égalisation. On a vu des changements un petit peu à la va-vite effectués par les sélectionneurs. Du coup, on s'est retrouvé avec plus d'attaquants sur le terrain. Mais moi, s'il y a quelque chose qui ne m'avait pas du tout enragé, je ne sais pas, monsieur, vous êtes libre de donner vos points de vue. Pourquoi il a préféré jouer avec des sentinelles? Je suis posé cette question. Il y avait Piquel aussi. Mais il y avait également Chubola, je n'ai pas compris, alors qu'on avait la possession, on pouvait faire mal à notre adversaire. Mais on rappelle en même temps que ce match a été un premier officiel avec la RDC pour ces deux joueurs, on a Banza et Diangana. Juste une question, comment vous avez trouvé leur prestation pour la première fois officielle avec la RDC? Ils ont été bons, hein. Bien que les Léopards ont perdu sur terrain, voilà, ils ont été bons, surtout Simon Banza qui mérite vraiment cette équipe. On cherchait des joueurs de telle envergure, qui ont vraiment de l'énergie à apporter vraiment des chiffres positifs à l'équipe. On a vu, et surtout moi je ne mets pas en cause vraiment son emplacement dès le début du match, parce que Cédric Bakambu a vraiment montré ses limites lors du match contre la Mauritanie. Simon Banza méritait vraiment de prendre cette place, malheureusement, et la défaite a fait oublier tout ce qu'il a fait, et voilà. Mais puis comme l'appétit fait en mangeant. L'appétit fait en mangeant, les soins et les temps. Je voudrais un peu rattraper juste ce qu'Enoch a dit, on devait, l'entraîneur n'a pas pu faire la différence entre un match amical ou un match de compétition, voilà. Alors moi je me dirais peut-être quand est-ce qu'on pourrait mettre Simon Banza sur le terrain, rien que dans les matchs amicaux, je pense pas. Même de tels matchs, il mérite d'être là parce que ce sont des joueurs qui ont vraiment cette expérience-là de jouer avec de grands matchs, voilà, d'affronter des grandes équipes. Ils peuvent me changer des situations en dernière minute. Il faut toujours espérer, surtout que c'est un joueur talentueux. On l'a vu d'ailleurs contre le Real Madrid, bien qu'il n'a pas été décisif, mais on a vu l'engagement de ce joueur. Vous êtes fort pour vous soutenez fort Banza. C'est ce qu'il a produit sur terrain qui me motive. Je crois que le plus important, c'était un premier match quand même avec des RDC officiels. Le collectif a été bon dans les. Est-ce que ce n'est pas seulement le but, dans la cohésion de l'équipe, même malheureusement. Le but qui a manqué à la prestation par exemple de Banza qu'on a vu particulièrement bouger, qui a mis un petit peu en mal le défenseur soudanais. C'est clair que dans cette équipe, il y a vraiment un talent malade, il y a un talent vraiment dingue dans cette équipe-là. Moi, je suis pas, je peux dire comment, je suis pas tellement emballé. Donc, vous ne doutez pas Banza pour Dianga. On ne va pas douter du talent. Le talent y est, mais finalement, il faut s'adapter. Il faut s'adapter dans le projet. Le plus important, c'est les collectifs et c'est cette équipe-là qui est capable de produire un bon fond de jeu en ballon. Et surtout, vous l'avez évoqué, nous, on n'a pas compris pourquoi on avait mis Moussami sur les bancs.
banc, alors que c'est un joueur qui a une intelligence exceptionnelle dans le jeu, et même dans ses projetés vers l'avant et tout, etc. On va pas revenir à ça, sinon vous avez évoqué la première titularisation de ces deux joueurs-là. Diangana, on connaît tous, c'est un joueur qui a une aisance exceptionnelle, il a une technique incroyable, ces joueurs-là, mais il faut retenir que c'était pendant ce match-là, il est ronronné, il était vraiment pas trop actif. Pas trop actif, le Diangana qu'on connaissait, et je crois que peut-être c'est cette pression-là sur les épaules d'avoir un premier match officiel. Je crois que ça été très tôt d'aligner Diangana parmi les 11 de départ, il aurait plutôt lui donner l'opportunité d'entrer dans le match. Mais Banza, il a confirmé, c'est un joueur qui, il est capable de jouer sur les côtés, un joueur qui est fort dans les bases aériennes. Cette même formation soudanaise nous a battus à l'aller. Bien que c'était au Soudan, justement, aux éliminatoires de la CAN. C'est pas vraiment une équipe à sous-estimer. Ça, je crois, le sélectionneur va tirer énormément de leçons sur ça. Alors, pour terminer, est-ce que c'est une défaite qui doit nous préoccuper? Il faut tout simplement dire, il y a l'obsession, par exemple, pour la RDC qui est allée... nos joueurs ne le pas prétentieux avant ces matchs, où ça doit vraisemblablement nous inquiéter. Non, pas vraiment nous inquiéter, mais nous devons tirer une leçon dedans, comme a dit... si ça ne doit pas nous inquiéter... On a juste tiré des leçons parce que la campagne est tellement longue, et surtout que nous allons revenir. Ça serait le 3 juin 2024 face au Sénégal, ça sera au Sénégal. Ça sera un grand match, donc nous devons déjà tirer des leçons, bien que nous serons déjà, parce que nous reviendrons de la CAN. Les joueurs seront, je pense bien que la mayonnaise sera vraiment bien mis dans la CAN va servir dans la sauce. La CAN va servir vraiment l'équipe plutôt à se mettre en confiance. La CAN va servir l'équipe à mettre une cohésion compacte et pour aller affronter le Sénégal. Donc je pense que l'inquiétude, je dirais non, je dirais plutôt qu'on doit tirer des leçons, savoir comment on fera prochainement parce que la campagne mondiale, c'est vraiment important. On n'aura que besoin d'une seule équipe. Alors, on a tout intérêt de bien prester, que ce soit à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour composer notre ticket pour les mondiales 2026. Depuis la signature, l'arrivée de Sébastien Desailly, c'est la première fois qu'on perd dans un match officiel. Est-ce que ça doit nous inquiéter pour la suite ou une erreur de parcours? Non, pas du tout inquiet. Vu le talent, je ne serais pas inquiet. Plutôt, je demanderais, comme mon frère l'a dit précédemment, il va falloir maintenant tirer des leçons. Quelles sont des leçons à tirer? Justement, c'est d'être plutôt plus galvanisé, c'est de renforcer le moral de l'équipe. Et voilà, d'ailleurs, après cette défaite-là, les joueurs ont regretté totalement, même l'entraîneur l'a déjà souligné lors de son interview. Et voilà, ils sont répartis maintenant respectivement leur club, ils savent que voilà, ils vont tout donner, ils vont garder ces prochain rendez-vous, c'est la CAN. Hein? C'est la CAN, et surtout, il faut le souligner, dans l'Afrique entière aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Toutes les fédérations se cherchent maintenant à organiser des choses pour pouvoir sortir la tête dans l'eau dans le sport. On va terminer complètement ce chapitre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Je voulais qu'on place un mot, toujours en restant dans le même groupe dans lequel évidemment est logé la RDC. Un mot sur le Sénégal quand même, qui a fait les cartons lors de la première journée en battant le Soudan du Sud. Mais ce Sénégal a été tenu en échec par les Togolais. Donc un mot quand même pour le Sénégal. Est-ce qu'il reste toujours favori? Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de sortir tête haute quand vous êtes à l'extérieur. Donc vous avez été réussi chez une équipe à domicile. C'est vraiment un peu compliqué parce que vous voyez un peu l'Égypte, c'est plutôt la Tunisie, j'allais dire, qui est allée chercher difficilement la victoire 1-0 chez le Malawi. Vous voyez un peu, par exemple, le Malawi, vous connaissez le Malawi, la Tunisie qui se déplace, qui prend difficilement la victoire 1-0. Alors je dirais que cette compétition, ça nous promet de grandes choses. Nous allons vivre de grandes choses. Il y aura vraiment des surprises. Tout n'est pas emballé aussi pour le Sénégal. Tout n'est pas emballé pour le Sénégal. Il y a encore à jouer en tout cas. On peut même nous-mêmes, le 3 juin, on peut même faire une surprise pour ne pas arracher un 3 points aussi. Puisque notre prochain match, ça sera face au Sénégal, on va se déplacer du côté de Dakar. Est-ce qu'il faut craindre le Sénégal? Non, pas craindre, on est tous des professionnels et s'il faut regarder le satire de cette équipe sénégalaise, je crois que les joueurs phares, ce sont des joueurs déjà qui évoluent au golf. Donc ce sont des joueurs déjà moyens d'âge et des joueurs phares que je parle, dont je vois Mendy, Sadio Mané, ils ont dépassé déjà trentaine d'âge. Et on a notre Sénégal, les champions d'Afrique, les jeunes, on n'en disconvient pas sur le plan mondial. Moi, honnêtement, je ressens plus cette dynamique-là des Sénégalais, des Sénégal de l'année précédente, aux années précédentes, voire des
déjà ces matchs-là face au Togo. Le Togolais ont failli même remporter ces matchs-là. Je ne sais pas si vous avez vu, ils étaient dans leur match. On voit vraiment l'apport de la fédération togolaise. Et donc, on peut dire que nous-mêmes aussi, on doit travailler sur ça. On doit apprendre à saisir nos chances. Lorsqu'on joue à domicile, il faut l'emporter comme le Togo l'a fait, n'a pas perdu des points. Et d'ailleurs, les Sénégalais aussi l'a fait chez lui. Il a raflé. Je veux qu'on reste un instant sur la Mauritanie qui est allée faire un match nul, on va le dire comme ça. Et la Mauritanie, c'est la grosse surprise quand même. La Mauritanie, on s'en souvient tous lors des éliminatoires de la CAN, la Mauritanie, et voilà, a été la révélatrice, on va dire en quelque sorte. Elle et la RDC ont trouvé un ticket pour la prochaine CAN. Est-ce qu'elle surprend peu? Moi, je dirais pas vraiment une surprise parce qu'on vient de le dire ici, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Par exemple, le Sud-Soudan a joué au Sénégal, c'était au terrain du Sénégal, qu'ils ont fait un match de 0 but partout. Voilà un peu. Toutes les équipes sont motivées, déterminées d'aller chercher un ticket parce que la Coupe du Monde, c'est vraiment une autre compétition de grande envergure, une compétition que beaucoup des équipes en rêvent. Voilà. Alors, le Sud-Soudan, ils ont perdu le premier match, ils n'avaient pas droit à l'erreur. Voilà. C'est quand même à domicile, en quelque sorte, là-bas au Sénégal. Ils n'avaient pas d'autre alternative que de faire au moins ces nul au lieu de perdre. Que dire de la sélection togolaise quand même, déjà, qui réussit à tenir le Sénégal en échec, c'est déjà une équipe en prendre énormément en considération. Exactement, parce que c'est une équipe déjà en pleine reconstruction. On sait très bien que le Togo, on s'est habitué, les Togolais, ils étaient présents dans des compétitions majeures, notamment la Coupe du Monde 2006. C'est vrai, c'est une situation qui a un peu disparu pendant un certain temps. La fédération travaille maintenant pour le retour de joueurs, et notamment le binationaux et les joueurs qui évoluent sur le continent africain et localement. Je crois que voilà, toutes les équipes là, leur priorité, ce n'est pas jouer la Coupe du Monde, mais c'est quand même tenter leur chance et reconstruire. C'est faire un nom. C'est faire un nom. C'est faire une santé. Comme on l'a évoqué, la Mauritanie déjà. Moi, je crois que l'objectif, c'est pas se qualifier pour le mondial, c'est justement avoir une équipe dynamique, une équipe cohérente, et c'est ce que l'entraîneur l'a déjà souligné. Et pour se préparer pour la surtout qu'il faut saisir ses chances dans les moindres détails. Il faut prendre match par match, mais avec beaucoup de sérénité, puisqu'on rappelle, on va prendre que de premiers de chaque groupe pour la qualification. Allez, on rappelle dans le classement, il y a le Sénégal qui vient en tête avec 4 points, suivi du Soudan, 4 points, la RDC 3 points. Et à la 4e position, il y a la sélection togolaise qui compte 2 points, la Mauritanie 1 point et le Soudan du Sud. Pour ce qui est des prochains matchs de la RDC, on rappelle, le 7 juillet 2024, la RDC va se déplacer du côté de Dakar pour jouer le Sénégal avant de recevoir le 11 juillet, quelques jours plus tard, ici à Kinshasa, la sélection togolaise. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur les éliminatoires, même si on va rester projeté, observer tout ce qui va avec. Ce sera le temps pour nous de revenir dans les objectifs domestiques. On va parler du championnat national. Nous avons un chapitre consacré aux objectifs domestiques. On va parler du championnat national et pour des installations sportives rénovées par l'État congolais. Rien n'y rassure en tout cas sur son bien-être et sur sa survie. De plus en plus de violences s'intensifient dans les différents stades qui abritent ce championnat national. On va rappeler la 29e édition. Kinshasa, au Katanga, Goma, comme ailleurs, il n'y a que de violences qui passent un petit peu en vitesse de croisière. On va se réfléchir sur les remèdes, en tout cas pour arrêter ces fléaux, madame, monsieur. Mais d'abord, une question à vous, et donc, Engo, il y a des violences qui passent de violence en violence, il y a des matchs qui se passent avec des violences en tout cas. Mais c'est quoi les vrais problèmes selon vous? Je crois que d'abord, on n'a pas renforcé la sécurité puisqu'on avait déjà parlé lorsqu'il y avait eu de réhabilitation de ces stades-là. On avait parlé aussi ici de la, comment je vais dire, question de bien garder ces installations. On avait déjà parlé, il fallait au moins renforcer la sécurité. On sait très bien nos équipes comment ils se comportent. Là, je vois directement l'équipe il y a trop de... On va rappeler les problèmes, ce n'est pas les équipes, mais ce sont les supporters. Les supporters, c'est ça. Les supporters des clubs, en tout cas, je parle qui savent de troubles. Oui. Exactement. Quand on voit les supporters de Renaissance, de l'AS Vita Club, de Daring Club Motema Pembe, ce sont eux qui sont habitués de faire ces genres de désordre. Et il fallait au moins penser à renforcer la sécurité au stade. Mais d'autre part, les dirigeants ont cette responsabilité-là de renforcer la sécurité, comme je l'ai dit précédemment. Et il faut aussi parler
au club. Mais Donc, les clubs aussi doivent je me rappelle, parler à il y a ces le acteurs. ministre, par exemple, François et Claude Kablo qui a invité les présidents sectionnels, les présidents de supporters des différents clubs, et pour une communication importante sur la protection de nos installations sportives. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus, Et ça n'a rien abouti. C'est clair que ça s'est fait, et ça s'est fait aussi à plusieurs fois, mais ça n'aboutit pas. Je pense qu'il faut penser maintenant aux sanctions. Et voilà, j'espère peut-être ça pourra comprendre. Et si on a des matchs huis clos, il faut qu'on les sente. Un match huis clos, Renaissance As Vita Club, il n'y a pas de supporters. Je pense que ça pourra j'avais vous interrompre pour vous dire des sanctions cette année. On en a connu. Après le derby Kino entre Vecleb et Desampe, il y avait des sanctions pour les deux équipes. Mais après, on a vu Vecleb récemment, après sa défaite contre Magné Malignon, le supporter très furieux, en tout cas, ont commencé un petit peu à casser. Mais est-ce qu'il y aura une solution fiable pour arrêter les violences au niveau des stades? Tout d'abord, ces supporters doivent comprendre que les terrains de football ne sont pas les arènes de combat de boxe. Quand vous perdez, c'est le sport, la sportivité. Le sport, le foot, c'est un sport de cohésion, d'amour. Vous avez perdu, sortez. Fair play, hein? Fair play, sortez calmement au stade au lieu de casser, abîmer, et puis vous allez encore pleurer. Ici au Congo, nous n'avons rien comme infrastructure sportive qui remplit de conditions de la CAF, de la FIFA, tout ça. Les supporters doivent comprendre que le football n'est pas un sport de combat. Vous venez au stade, vous perdez. Sortez calmement. Aujourd'hui, quand vous cassez, ce sont des équipes qui encombrent. Ce sont des équipes qui sont surchargées, j'allais dire. Parce que ce sont des équipes-là qui payent les amendes que la fédération ou encore le ministère voilà. un peu. Ces supporters-là ne contribuent même pas à cette équipe. Mais ça me fait très mal, avant peut-être de voir ces aspects-là. Mais regardez comment ces stades Tata Raphaël, à quoi ils ressemblaient avant le 9e de la francophonie. Aujourd'hui, grâce à ces jeux-là, l'État a mis des moyens pour réhabiliter en grande partie ces stades. Pour moi, j'ai l'impression que ça a été ressuscité. Mais est-ce que les supporters ne peuvent pas comprendre cela? Tout à l'heure, on a parlé de la communication, il fallait communiquer. On a vu le ministre avait appelé le président sectionnaire. Est-ce que ces présidents-là, à leur tour, ont communiqué sur l'importance de garder en bon état nos c'est ce qui est aussi important. Vous savez, il y a une chose, les supporters, parfois aussi, des grandes équipes comme Vecleb, DSMP, les habitués, Renaissance, la foule ce sont des supporters qui mettent un peu beaucoup de pression sur leurs équipes. Les dirigeants ont deux parts de choses. La part de voir les supporters, de parler avec eux, et la part de faire en sorte que les équipes répondent vraiment aux attentes des supporters. Répondre à des supporters, acheter de bons joueurs, faire de bonnes prestations, parce que la sécurité, certes, la sécurité, on a nos policiers, le civisme. Et que font-ils? Vous savez d'ailleurs au stade. Yeah. Excusez-moi Joseph, accordez-moi même 30 secondes, vous avez évoqué le cas de policiers, mais s'il faut le parler clairement, Lionel, nous tous nous partons au stade, nous voyons comment est-ce que les policiers sont. D'ailleurs, eux-mêmes, on a l'impression qu'ils soutiennent ces actes-là, et d'ailleurs, eux-mêmes, ils soutiennent le fraude. Il y a même des gens qui n'achètent pas des billets, ils négocient avec des policiers, ils accèdent au stade. Alors, je crois qu'il va falloir renforcer la sécurité, comme on l'a vu au jeu de la francophonie. Il n'y avait pas toutes ces histoires-là, parce qu'il y avait eu quand même de services sécuritaires, comme à l'occurrence de la présidence, comment on appelle les Chikata, communément appelés Chikata. Pourquoi pas penser à ça, puisqu'on en a déjà parlé, on a organisé de réunions avec le comité de toutes les équipes et le ministère. Il y a une chose très importante. Des mesures sécuritaires à renforcer. Est-ce qu'il ne faut pas faire aussi comme en Europe où on avait des vidéos de surveillance pour voir qui jette, qui casse? Mais voilà. Vous savez, Lionel, il y a aussi une chose très très importante qu'on ne doit pas mettre de côté. Il y a un adage qui dit « Un ventre en famille n'a pas d'oreille ». Pourquoi je vais évoquer ces cas-là? Aujourd'hui, vous voulez que les supporters se plient, quand vous perdez, vous sortez. Est-ce que les dirigeants des clubs, à leur tour, ils satisfait les supporters? Comment on va satisfaire les supporters? Mais c'est un domaine de résultat, par exemple, ça peut toujours arriver. Comme tout ce qui arrive à lorsque vous cumulez les défaites en effet, même à l'Europe on le voit. Même à l'Europe on le voit. Les supporters protester. Comme l'équipe ne gagne pas, c'est juste on n'encourage pas les casses. Je disais ça ici. Il y a deux parts de responsabilité chez les dirigeants. Vous
vous appelez vos supporters, Améliorer, vous donnez la morale améliorer l'équipe, aux supporters. par exemple. Oui, c'est ça. Parce que lorsque vous voulez que les supporters s'alignent à votre idéologie, vous devez d'une part aussi répondre aux besoins des supporters. C'est quoi les besoins des supporters? Je l'exemple de FC Barcelone. Oui. Dès saison de FC Barcelone a été relégué en Ligue Europa, qui est considéré comme une humiliation pour un grand club de son rang. Mais on n'a jamais vu nulle part les supporters ont cassé. Ça aussi. Marseille casse, c'est une équipe. Lionel, il n'y a Vous pas savez, que, il y a pas que cette les histoire, ça se passe au dirigeants Congo. ont une part de conscientiser les supporters. Ils ont aussi une part de remplir les obligations des supporters. Parce que eux aussi, quand ils viennent au stade, ils veulent être satisfaits. Vous venez par exemple avec club. On n'en disconvient pas. Je vois le cas de club. Vous perdez des matchs de suite. Avec club, une grande équipe. Vous perdez des matchs de suite. C'est pas que vous perdez ici. Vous devez comprendre. Au stade Raphaël, à domicile, vous perdez comprendre une équipe qui a une année d'existence. Laissez-moi compléter vos idées. Comment ce qui apparaît juste, ce sont des obligations que les dirigeants veulent avoir les supporters. Ils ont les supporters encore déclassés. C'est pas bien déclassé. Mais les clubs aussi doivent répondre. Nous avons vu de grands matchs. Nous avons vu d'ailleurs hier, on a vu le match contre l'Argentine et le Brésil. Il y a eu des affrontements, il y a eu des interventions. Mais ça n'a rien à voir avec. Exactement. C'est dont on parle. Non, je prends un exemple. Nous avons vu le match de Marseille, la confrontation Marseille entre Lyon. On voit comment est-ce que les supporters se battent entre eux, s'affrontent. Alors, je pense que c'est plus la sécurité. Il faut renforcer la sécurité dont je parle. On avait vu pendant les Jeux de la francophonie, il y a eu des gens qui ont essayé de jeter de la pierre sur l'heure des Jeux. On a vu un policier en saisir cette personne-là et puis l'amener en tôle. Donc, je crois qu'il doit y avoir des sanctions fortes, voilà. Que ça soit au club, que ça soit aussi est-ce que la solution ne serait pas, par exemple, de déclarer cette 29e édition à huis clos? Non. C'est difficile. Pour moi, je voterais pour ça. C'est difficile. C'est difficile parce que la Ligue Foot n'a pas, la Ligue 1 ou la Ligue Foot n'a pas, quelque chose également n'a pas de sponsor aujourd'hui. La billetterie est la seule voie qui apporte quand même le souffle à ces championnats. Mais est-ce qu'il y aurait un remède pour finir ce problème-là? C'est pas longtemps qu'on a ces exactement. Ce serait de renforcer la sécurité. Comme la sécurité s'est passée pendant le jeu de la francophonie, pourquoi pas le mettre dans l'INAFOOT, puisqu'on constate déjà des cas pareils, des affrontements, on constate déjà tous ces désordres. Il faut renforcer la sécurité simplement, puisqu'on a organisé des réunions, on a parlé au président, on a parlé aux supporters, mais il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il faut falloir renforcer la sécurité. Il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas longtemps. C'est la remède. Certainement, les journalistes sont affrontés. Il n'y a pas de la sécurité. S'il y avait une bonne sécurité, mais nous, les gens de la presse, on n'aurait pas dû un mot aussi sur ça quand même, puisqu'il y a certains journalistes qui ont été agressés. On ne va pas les citer tous quand même. Ils ont été sérieusement agressés par le supporter. Mais pourquoi agresser un journaliste qui est venu faire son travail? C'est ce que nous décrions aussi. Les supporters, quand nous comprenons, nous journalistes, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est nous qui apportons? Ils disent aujourd'hui qu'il y a des supporters proches des journalistes, il faut faire leur travail. Aujourd'hui, il y a cet adage qui dit Congolais ayokaka na fimbu. Donc, je pense qu'il faut appliquer les sanctions fortes. On va laisser Joseph évoluer. Donc, je ne suis pas tolérant. Si je ne suis pas, je parle, on ne va pas s'entendre. Ne perdez pas de vos temps. Le journaliste. Je disais, qu'est-ce que les journalistes ont à voir dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apportent? Ce sont eux qui apportent la défaite dans le terrain. Je ne pense pas. Les supporters doivent comprendre que eux et leurs dirigeants doivent prendre vraiment tout, comment je pourrais dire, des précautions en amont quand ils viennent au stade pour aller chercher leur victoire. Voilà. C'est apprendre en amont. Renforcer l'équipe, par exemple, avec aujourd'hui. C'est quoi faire revenir à la source, savoir c'est quoi la maladie qui attaque avec est-ce qu'il y aura on n'a rien à voir avec la défaite. On a vu que certains confrères ont été attaqués, d'autres blessés sérieusement. Est-ce qu'il faut se désirer, nous, journalistes, de ne plus aller au stade pour soutenir ou faire notre travail? C'est pour le bien de ces équipes-là. Non, on doit aller toujours, mais c'est ce qu'on va demander, c'est l'État aussi, c'est le ministère qui régit ces secteurs-là, de renforcer la sécurité. Et ça, vous l'avez dit. Il n'y a que la solution, c'est de renforcer la sécurité. Lorsqu'on voit nos confrères sont en train d'être attaqués, d'être tabassés par les supporters, abusé par les supporters, il va sortir pour entrer à sa maison, il n'y aura pas la police pour l'accompagner, il n'y aura pas la police pour sécuriser. Qui était avisé. S'il y avait la sécurité, ces journalistes n'auraient pas dû être pas la seule solution. Je crois que Joseph, vous oubliez quelque chose. Moi, quand j'étais, avant de choisir ces domaines, quand j'étais imanien, je l'ai dit à la télé, ça faisait un mal des chiens quand même de prendre un but poteau contre Bazano, on a vu. Donc, d'autre part,
il faut comprendre l'homme noir. Ces désordres-là, c'est des là. C'est ce genre de vie. Le Marseillais, j'étais le projectile au joueur. Je crois que on doit plutôt, moi je m'arrête là, il faut renforcer la sécurité. C'est tout ce qu'on j'accepte. Le renforcement de la sécurité, c'est une part des solutions. Mais l'autre part des solutions, c'est aussi conscientiser ces dirigeants-là. Oui, c'est pareil. Je ne vois pas ce supporter. Laquelle sont génies. Vous savez, s'il vous plaît, gardez les équipes avec des bons joueurs pour que tout à fait ça vous l'avez dit également. On a compris qu'on sorte la compétitivité lorsque vous tout ce que vous avez un enfant à la maison qui a accumulé la famille à la famille vous a compris. Allez, on a déjà fait le championnat national va se poursuivre en tout cas. On va continuer à observer tout ce qui va, mais surtout on le dit avec tout notre cœur, avant tout d'abord nos installations sportives. On doit en prendre soin et ça part de tout le monde, des dirigeants, joueurs, supporters. Nous devons sécuriser. Et le ministre l'avait dit, ça coûtait des millions, ça coûtait beaucoup d'argent. Et voilà, à l'État congolais. Allez, on va terminer l'émission avec un petit tour du côté de l'Europe. On va évoquer ce qui a engendré la trêve internationale meurtrière. En Europe, comme en Amérique, c'était une trêve internationale la plus meurtrière, je le disais tantôt, et sauvage, et qui a causé beaucoup de blessés. La liste est longue. Je vais rappeler citer à Vinicius, Kamavinga, Onana, Rashford, Bastoni. Ils sont nombreux. Voilà, pour ne citer que c'est là. Il y a par exemple Emery, en tout cas le Français qui faisait sa première sélection avec l'équipe de France. On va finir avec Gavi, en tout cas, qui paye peut-être le prix de tout le blessé, puisque pour lui, la saison est quasiment terminée. Quand on est joueur, comment se surprendre par rapport à ces phénomènes de blessure? La trêve, ce jour a été très compliqué pour le joueur. La blessure, c'est vraiment une phase vraiment très déprimante, je vais dire. Vraiment, on a les dégoûts de jouer au football. Moi, je m'en souviens quand je jouais au football, lorsque j'ai eu une entorse, donc ça m'a pris au moins 4 mois, alors que j'étais dans une phase tout fait tout flat, mais c'est là que j'ai eu le dégoût de football. Donc c'est clair, on a d'ailleurs vu d'autres joueurs, Ousmane Dembélé, qui avait une instabilité avec ça, oui, et à un moment donné on a ressenti qu'il voulait raccrocher le crampon, et donc voilà, je crois que c'est même ce qui a poussé Eden Hazard à la retraite très tôt, alors qu'il avait encore du talent. Exactement, et quand on voit un joueur comme Gavi, c'est un joueur qui a participé énormément à l'FC Barcelone, ça fait sur 100 si je ne me trompe pas bien, il a joué plus de 90% de matchs avec FC Barcelone. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup apporté, et là maintenant on va savoir s'il est fort mentalement. Il faut qu'il soit fort mentalement, il faut que voilà, qu'il comprenne c'est le football. Et voilà. Lui d'ailleurs qui a effectué son retour à Barcelone, il a été reçu quand même par ses coéquipiers, par son staff. La cause, ce n'est pas que, on va dire, les joueurs jouent beaucoup de matchs dans un peu de temps. Chaque semaine, il y a 2 matchs, plus ou moins. En ligne de cause, parfois aussi les articulations, c'est fatigue, ça lâche. Voilà, nous avons des blessures. D'ailleurs, j'ai un mauvais souvenir de blessures. C'est celui de Yannick Bolasie qui a vraiment, on dirait à toute sa carrière. Voilà, aujourd'hui, Bolasie, on a pris ces Bolasie là. Alors, Gavi, par exemple, c'est un joueur qui a beaucoup joué. La saison est terminée pour lui. Il a joué depuis ses 17 ans jusqu'à aujourd'hui. Il est à son 111e match avec FC Barcelone. Vous imaginez. Sans compter en sélection. Sans compter en sélection, où il jouait déjà son 23e match. Il jouait son 23e match, toute compétition confondue, et il a connu un blessure. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, la responsabilité n'arrivait pas aussi aux entraîneurs? Par exemple, on se pose des questions. Est-ce que c'était vraiment important pour que Gavi joue ce match avec la sélection, alors qu'il y avait d'autres options sur les bancs? Mais Gavi, la gestion aussi. Gavi est l'un des joueurs indispensables
tant de FC Barcelone que de la Roja, la sélection espagnole. C'est un joueur indispensable, le poumon de l'équipe. Il doit quand même jouer, il doit prendre place. Et voilà, c'est un peu difficile de laisser Gavi sur les bancs pour prendre notre pistolet. Voilà, c'est un peu difficile. Et au-delà de ça, au-delà de ce qu'il a dit, donc c'est une fierté, c'est un honneur de jouer pour sa sélection. Tous les joueurs d'ailleurs l'ont dit. Et donc voilà, et Gavi, là on les voit en larmes, c'est très douloureux pour ce joueur qui n'a ce joueur de 18 ans. Eux-mêmes disent l'ambiance qu'ils vivent au sein de la sélection, c'est pas comparable à celle qu'ils vivent au club. Donc ça, je crois que c'est là, quand on est professionnel, on doit s'habituer. Il faut que le muscle travaille, on doit s'habituer à jouer à plusieurs matchs. On a vu, Lionel Messi, ils ont joué des joueurs professionnels. Il doit s'attendre à jouer plusieurs matchs et enchaîner des matchs. Mais une blessure qui m'a aussi dérangé, c'est celle de Vinicius par exemple. Lui qu'on attend plus de lui cette saison avec le Real Madrid. C'est la deuxième grosse blessure de la saison avec Vinicius. Vinicius aussi, bien qu'on attendait beaucoup plus de lui au Real Madrid, ça ne tient pas toujours jusqu'à là. Il n'est pas toujours dans sa forme. Après sa première blessure, quand il est revenu, il a été indispensable. Oui, dans 2 matchs quand même. Dans 2 matchs, on a senti. Mais il n'est pas vraiment dans sa forme habituelle. On attendait vraiment ces Vinicius-là. Malheureusement, la blessure est encore venue pour entraver encore à sa saison. C'est lui et son coéquipier du club, Camavinga, aussi blessé en sélection. Oui, ça a vraiment été, comme vous venez de le dire, une trêve meurtrière où tous les joueurs sont par terre. Voilà. Ce sera clairement une perte dans le tactique dans leurs clubs respectifs lorsqu'on voit Gavi, mais quand même on peut déjà se projeter sur les remplaçants avec l'FC de Barcelone. Je crois qu'il y a. On ne parlait plus de Gavi, Gavi va touche d'autres blessures aussi. Vinicius de son côté. Et on sait très bien, il y a Ancelotti, c'est un maître au niveau magicien dans le tactique. Il a toujours une formule magique. Une blessure aussi qui fait très mal, c'est Emery par exemple, qui faisait sa première sélection avec la France. Il marque juste ce but, après il se blesse. Il y a Alan par exemple qui sera en tout cas absent pour le choc qui va opposer Manchester City à Liverpool. Bon, est-ce qu'il y a un moyen de surmonter ou de surprendre toutes ces blessures, puisqu'on rappelle la saison va continuer, il y a beaucoup de mètres devant pour les joueurs qui restent encore en course. Ouais, c'est ça que je dis précédemment, c'est-à-dire que dans ces équipes-là, ils ont quand même de concurrence qui pourront remplacer ces joueurs-là, notamment quand on voit en City, City, il y a Alvarez qui est fort. Mais ça fait pas Haaland quand même, ça fait pas du tout. Exactement, c'est clair, Haaland c'est Haaland, mais il y a quand même un Alvarez qui pourra prendre sa place, et lorsqu'il joue, il est toujours décisif, il marque de but. Et de l'autre côté, Emery, ça nous fait mal au cœur parce que c'est un joueur déjà qui s'est lancé, qui montrait son talent sur le tonne mondial, et donc voilà. Et s'arrêter très tôt comme ça, c'est un regret, mais quand même il y aura des remplaçages chez Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ou d'éviter ces blessures, puisqu'on rappelle la saison. Les blessures sont inévitables. Il n'y a pas de moyen. On peut quand même réduire par les staffs techniques, par les staffs médicaux. Ce sont les choses inévitables, ce sont des accidents qui arrivent au cours du match. C'est l'histoire des contacts. On peut quand même réduire ça en donnant un peu de repos à certains joueurs, par exemple. Les repos, oui, mais. Aujourd'hui, on parle de Petri qui se blesse tout le temps. C'est parce qu'il a joué beaucoup de matchs à une certaine période. Là, vous avez raison. Par exemple, la blessure de Alan a connu sa blessure dans un match amical contre l'île Forêt. Voilà. Alors qu'il pouvait rester sur le banc. Mais c'est lui le joueur indispensable de l'équipe aussi. Parce que Alan, malheureusement pour eux, il contacte vraiment une double déception. Il a la blessure, ils sont éliminés pour les rôles. Voilà, il n'est pas sphérique. Voilà. Pour répondre à ta question, je pense que la gérance, ça doit se faire sur le côté individuel. Nous avons vu. Non, pas individuellement. Je ne vois pas un joueur qui peut refuser de jouer un match. Non, pas jouer le match. Je parle du travail physique individuellement. On l'a vu avec Traoré à chaque temps. Adama Traoré, lorsqu'il a commencé, il avait des blessures et tout. Et voilà, il s'est lancé directement dans le physique. Il a commencé d'entrer dans les salles de musculation, renforcer les muscles, et on constate que c'est un joueur qui s'est aussi. Donc il y a d'autres joueurs qui sont là, mais ils sont fragiles dans les contacts. La blessure donc ils doivent comprendre que quand on exerce, quand on est dans une domaine qui est telle où il y a ça peut toujours arriver. Voilà. Ça arrive. Même si on les reconnaît qu'on peut aussi l'éviter, ça c'est le travail du staff. Allez, on va terminer l'émission avec nos naturelles rubriques. Place à présent, madame, monsieur, à la rubrique Le Triple. Pour rebondir, il a choisi de jouer avec l'FC Renaissance du Congo cette année en Ligue 2. Il s'appelle Tadiete Kiama, 6 matchs subis en tout cas avec l'FC Renaissance du Congo. Alors une question pour vous, monsieur. Il reste-t-il pas l'éternel buteur Ete Kiama?
Bah, il prouve de quoi il est capable. C'est un joueur qui nous a émerveillé, avec beaucoup de temps avec les Smack Club à l'époque. Il a toujours montré vraiment sa détermination sur les terrains. Il continue à les faire, on les sent, on le voit, parce que tout ça, quand ça se passe, nous le voyons. Il marque à chaque match qu'il est sur terrain. Alors, ça prouve qu'il reste un intérêt habité. Il a pris de l'âge, on va le dire, c'est dans les trentaines aujourd'hui. C'est une équipe jeune du FC du Congo, mais lui n'arrête pas de marquer en chaque circonstance. 6 matchs sur but, je le rappelle. Bah, moi, je m'enflamme pas. S'il faut parler de Biter, il faut voir Mundele Makusu. Et Tekama, c'est un vieux, comme vous l'avez déjà répété. Mais il faut se poser la question dans quel championnat il joue, dans quelle compétition. Mais on parle de la Ligue 2, je sais pas, BFP. Oui, Ligue 2, Ligue 2, il a fait Ligue 2. Il a fait Ligue 2. Mais attendez, moi je suis de près, c'est championnat-là. Il n'y a pas eu de joueurs qui ont talonné avec des grandes équipes, avec des joueurs comme qui évoluent à l'Es Vita Club. Et donc voilà, je crois qu'il ne reste pas l'éternel buteur. Il ne faut pas s'enflammer, moi je suis pas d'accord. Quand il faut parler d'éternel buteur, à la manière où est-ce qu'il s'est rebondi, mais il rebondit dans une équipe qui est en pleine reconstruction. On parlait des Tekken, on parlait pas. Moi je suis pas emballé. Bon, vous n'êtes pas emballé. C'est votre point de vue. Allez, on va terminer avec les temps additionnels. C'est à nos invités de faire l'émission. Les temps additionnels pour sanctionner complètement l'émission, c'est à nos invités, je le disais tantôt, de faire l'émission. Joseph Majoine, d'autres sujets d'actualité. En 30 secondes. Ah oui, moi j'ai profité de l'occasion pour signaler déjà ce week-end, dès le vendredi, la Ligue des champions africaine va répondre. Nous allons voir l'affiche Pyramide FC de Fiston Maïle Kalala contre le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Ou encore les samedis, nous aurons les affiches telles que AS Simba de Tanzanie qui va affronter l'équipe de la SEC Mimosa. Et il y aura Espérance de Tunisie qui va affronter Étoile du Sahel, ou encore l'équipe de Petro Atlético de Luanda qui sera face à Al Hilal Omdurman, l'équipe de Florent Ibenge. Voilà, merci Joseph Majondo pour cet temps additionnel. On va terminer avec le temps additionnel des NOC. À vous de faire l'émission, allez-y. Justement, je vais parler des coupes de l'éliminatoire Coupe du Monde 2026, le derby en Amérique du Sud. Confrontation d'hier, Argentine et Brésil. On a vu des intercations, on a vu vraiment des affrontements, mais l'Argentine a battu. On a enregistré une défaite historique de Brésil qui n'a jamais perdu pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde dans son propre terrain. Ils ont perdu. Il y a eu mais c'est la crise de cette équipe brésilienne. Ils sont 6e dans cette poule-là et troisième défaite consécutive. Il y a eu des insultes, il y a eu des animosités. Notamment, on a vu le jeune Rodrigo insulter les Argentins des lâches. Et on va parler aussi de ces matchs qui ont été confirmés. Il y aura maintenant un échange très tendu avec le Messi et Rodrigo. Au mois de février, il faut le confirmer, Al Nasser et Inter Miami vont jouer un match amical au mois de février. Là, il faut. Voilà. Une fois, on espère qu'il y aura ces retrouvailles entre ces deux géants qui ont dominé pendant plus d'une décennie le football mondial. Merci Enoch d'être passé. Merci à vous, notre cher consultant de la maison. Voilà pour votre disponibilité à cette émission FN Sport. On rappelle pour sa deuxième bougie, FN Sport va souffler à cette bougie le 2 décembre. Ça sera le 2 décembre. Tout à fait. Une édition spéciale, en tout cas, largement. Pour saluer le performance et le travail. Ce sera où pour la fête. Voilà. Allez, l'émission est terminée. Allez, à la prochaine.